L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Réalisation Ibrahim Adas, Silla, conduite technique Mohamed Kamara. Réalisation, cadrage de cette émission, Fodé Kamara. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi à partir de 9h05. Un réseau synchronisé sur Pacifique FM à 96.6 à Zéro-Corée. Également, vous nous pratiquez grâce à l'offensive du groupe Africa Vision à Kindia sans problème sur la 97.3, mais également via le site www.sabarifm.com. L'écoute, elle est favorable selon des auditeurs qui nous appellent de ce côté. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Merci de nous choisir. Nous sommes vendredi 6 juillet 2018. Nous sommes ensemble pour au moins 1 heure. Au menu de ce rendez-vous, 2 sujets. Le premier, nous restons toujours collés à l'actualité, vous le savez, dominé par ces mouvements sociaux. Deuxième jour, hier, jeudi, des journées ville morte lancées par les forces sociales afin de marquer leur désapprobation au nouveau prix du carburant à la pompe. À l'appel de ces acteurs de la société civile, des jeunes ont érigé des barricades sur la route Le Prince, un axe encore fermé à tout trafic durant toute la journée. Place aux arnaques, intimidation et visiblement l'État semble avoir foutu le camp. Peut-on craindre une récupération aux fins inconnues? La situation risque-t-elle d'échapper aux initiateurs? Autant de questions qu'on se pose. Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Et deuxième sujet, Aboubakar Souma, ce nom vous dit forcément quelque chose. Il est le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Il se désolidarise du mot d'ordre de grève lancé par les centrales syndicales USTG, CNTG, dirigées respectivement par Louis Mbemba Souma et Amadou Diallo. Et plus loin, Aboubakar Souma appelle les enseignants à plus de concentration dans la correction des examens, tout en précisant que le mouvement va s'estomper dans les prochains jours. C'est une information relayée par nos confrères de Mosaïque Guinée. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un gros poids de moins dans cette revendication lancée par les centrales syndicales? Quel est l'avis des experts? Vous les entendrez dans cette émission. Voici le menu. Ils sont 2 autour de moi encore ce matin pour en débattre. Bonjour Amadou Makissa Diallo. Bonjour à tous. Bonjour Abakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Voilà, plutôt le technicien qui nous accompagne, c'est Mohamed Souma depuis Samou, c'est ça, c'est dans Forcaria, précisément vers Benti. Merci pour cette rectification rapidement. En tout cas, Samou nous pratique largement également Kindia, Zéro-Corée à travers nos partenaires radio. Alors, je le disais, le premier sujet de cette émission, c'est la deuxième journée hier de la journée des journées villes mortes lancées par les forces sociales afin de marquer leur désapprobation au nouveau prix du carburant à la pompe. C'est vrai, c'est une revendication quand même purement sociale, mais ce qu'on constate sur le terrain dépasse quand même le cadre de la normale. Bon, enfin, de toutes les façons, que cela ainsi ou pas, que ce soit ainsi ou pas, je pense que le mot de grève,
bon, j'ai pas évalué, mais de toutes les façons, à 70%, vraiment le mot d'ordre est vraiment suivi. À l'intérieur du pays, notamment, dans certaines villes, Mamou, Labé, et je crois, dans certaines villes aussi, du sud de la Guinée, je vais parler de Zérékoré, Massanta, Lola. Et pour le cas particulier de Conakry, vous l'avez dit, il y a des zones qui sont vraiment interdites à la circulation. La circulation y est vraiment interdite et jusqu'à ce matin, je crois, les voitures ont du mal à s'y aventurer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Récupération ou pas, de toutes les façons, du côté de l'Abbé, on en parle déjà. Le gouverneur est monté au créneau pour dénoncer une récupération, disons, de ce mouvement purement, vous l'avez dit, purement social. C'est ce qui est aussi à craindre parce que aucun déclencheur de mouvement ici ne peut s'assurer de maîtriser son sujet. Et on le sait par le passé, des gens ont déclenché des mouvements de grève ici qui se sont, qui leur ont échappé carrément et qui sont vraiment devenus des mouvements purement politiques. Et c'est ce qu'il faut vraiment craindre, même si quelque part les gens savent pertinemment que c'est le prix du carburant, c'est ce qui est à la une, et que quand on voit certains actes, ça ne circule pas. Prenez Nongo, Koza, ça ne circule pas. Les gens marchent et l'autoroute, le presse, là, on n'en parle pas. Peut-être s'il y a des axes ici qui sont vraiment praticables sans conséquence, peut-être c'est l'autoroute. Même là aussi, c'est vraiment, disons, haché. Et les tronçons sont hachés. Il y a des endroits où vraiment les véhicules ne circulent pas du tout. Donc, craindre la récupération, c'est tout à fait légitime parce que, de par le passé, on a vécu ce genre de pratique ici. Les politiciens sont aux aguets, bien avant cela d'ailleurs. Quand on murmurait l'augmentation du prix du carburant, les politiciens étaient montés au créneau pour dénoncer, toute éventuelle augmentation du prix du carburant. Est-ce qu'Abakar Condé, on peut dire que c'est au-delà même d'une revendication sociale, mais plutôt on assiste à une certaine défiance quand même de l'État? Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, c'est l'accumulation des frustrations, l'accumulation des rejets d'une politique, l'accumulation d'une certaine disparité au niveau de la gouvernance administrative, mais également qu'il y a aussi l'expression d'un refus total à la nouvelle politique, à la nouvelle donne de ce gouvernement Kassori. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs, même si les acteurs sociaux n'avaient pas déclenché ces mouvements de grève, je suis sûr que des citoyens seraient sortis dans la rue pour réclamer qu'il y ait réparation, parce que réparation, c'est qu'on a comme l'impression que nous sommes livrés aujourd'hui à notre propre sort. Depuis un certain temps, il y a les gouvernants qui réclament des meilleures conditions de vie, il y a des gouvernants qui réclament vraiment qu'il y ait un accompagnement, si ne serait-ce que substantiel de la part de l'État, et cet accompagnement reste tard à venir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, moi, je ne suis pas surpris. Même si je suis offusqué, je suis choqué, je ne voudrais pas que ça se passe ainsi. Mais je me dis, quand il y a l'impunité, quand il y a la malgouvernance, quand il y a les écarts sociaux, quand il y a les disparités sociales, je pense que ça ne peut que donner ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense que... oui, mais sauf qu'on a l'impression que l'État se montre très faible dans la gestion de cette situation. Oui, les négociations sont en cours. Quand on appelle quand même à une grève, cela ne veut pas dire qu'on doit barricader quand même... L'État s'est rendu faible depuis un certain temps. Faible parce que l'État était incapable d'assurer un meilleur cadre de vie à ses concitoyens. L'État était incapable d'imprimer une gouvernance. La solution, c'est barrer la route? Non, mais non, je vous donne ce qui fait d'autres ça. Non, le constat est là. Le tableau il n'est pas vraiment révisant, mais cela ne veut pas dire que c'est de barricader la route, empêcher les autres citoyens d'avoir quelle occupation. Nous avons constaté l'injustice. Partout, nous avons constaté les inégalités sociales. Partout, nous avons constaté qu'il y a les gouvernés sont assujettis. Les gouvernants s'enrichissent. Il y a forcément une révolte. Ce n'est pas propre seulement qu'à la Guinée, mais c'est propre à tous les pays où les gens sentent un peu une odeur de la liberté, une odeur d'un meilleur cadre de vie. Aujourd'hui, ce gouvernement s'est rendu faible parce qu'il a été incapable non seulement de lutter contre la corruption, il a été incapable de lutter contre l'injustice,
mais plutôt à accompagner, à favoriser ces arts sociaux. Donc, je me dis, c'est vrai, c'est regrettable ce que nous constatons aujourd'hui. On ne le cautionne pas. On ne voudrait pas, parce que c'est d'abord parce que on ne répond pas le mal par le mal. C'est ça que je regrette. Parce que les gouvernants ont eu tout ce qu'on leur a collé comme étiquette, c'est pas par cette manière qu'il faut répondre. Parce qu'en détruisant les biens, en s'attaquant aux personnes, en essayant de paralyser la vie des citoyens, c'est aussi causer notre tort. On ne repart pas l'injustice par une autre injustice. C'est pourquoi je souhaiterais pas, je souhaite que les acteurs sociaux, par exemple les acteurs de la société civile comme le Balai citoyen et autres, s'activent sur le terrain pour sensibiliser les gens. Ils ont annoncé hier une démarche dans ce sens, mais ça n'a pratiquement pas abouti. C'est comme si on a l'impression que la situation risque de les échapper. Non, mais la situation n'a jamais été sous contrôle. Non. C'est parce que les Guinéens... Justement, à partir de là, il faut stopper. Le Guinéen est attentiste. Le Guinéen est ce qu'il est aujourd'hui. Il aime tout remettre à Dieu. Il aime tout attendre parce qu'on dit, il faut donner du temps au temps. Sinon, ce n'est pas parce que les acteurs sociaux ont la possibilité de cerner le mental des Guinéens. C'est pas parce que les acteurs sociaux ou les politiciens peuvent nous canaliser. Non, c'est parce que nous sommes des personnes qui se résignent facilement. Des personnes résignées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que c'est tout le monde. Parce que si on dépasse ce stade-là, ça sera incontrôlable. Non seulement on voit que du côté des... Parce que ce qui se passe hier, moi j'ai eu des reporters sur le terrain du côté de l'axe Lambani jusqu'à Sangoya, Carrefour Gasoil, Sangoya Pharmacie, où les forces de l'ordre ont foutu du camp. Ils ne sont pas là. Les enfants sont là-bas, ils ont barricadé, ils ont fait des barricades, les enfants ont mis, ils ont des pierres, ils ont des cailloux, ils ont des bois, gros bois, pour empêcher les citoyens de circuler. Et de l'autre côté, vous voyez les services de sécurité qui sont là, qui sont assis, qui prennent même du thé. C'est pas leur problème. Donc ça veut dire que l'autorité n'est pas là. Donc si on laisse comme ça, parce que l'autorité n'est pas là, on s'entre-déchire, on s'entre-attaque, ça veut dire qu'on n'est pas loin de ce qu'on ne voulait pas imaginer. Et ça, ce n'est pas bon pour notre jeune démocratie. Donc il est de la responsabilité sociale de tout le monde, de tout citoyen, de prendre sa responsabilité sociale, de dire attention, il s'agit bien de la Guinée. Donc j'ai aussi ma part de responsabilité pour sauver ce pays-là. Donc si les gouvernants ne font pas assez d'efforts, au moins que les gouvernés fassent preuve de responsabilité et d'humilité. La précarité quand même des conditions de vie des Guinéens, ça saute carrément aux yeux. Mais ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que l'État est en train de démissionner progressivement de son pouvoir régalien, à rétablir l'ordre quand même sur... une portion quand même du territoire, parce que ce n'est pas une première. C'est vrai que je ne fais pas une fixation, encore moins une stigmatisation de l'axe quand même Le Prince, mais c'est devenu le sport favori. Quels qu'en soient les mobiles aujourd'hui, cette voie est bloquée, le trafic est fermé à toute circulation des personnes, mais également des biens. Est-ce qu'on peut dire l'État doit sévir? Parce que ça, ce n'est pas vraiment une revendication contre le prix du carburant, Macky Sall, parce que les négociations sont ouvertes quand même. Oui, naturellement, l'État doit sévir, mais surtout, disons, chercher à contenir ceux qui cherchent à faire déborder la situation. Quand je dis ceux qui cherchent à faire déborder la situation, ce sont ces jeunes-là, parce que les syndicalistes, c'est vrai, c'est eux qui ont lancé le mot d'ordre de grève, mais ils n'ont jamais demandé à qui que ce soit de descendre dans Ils ont vraiment leur responsabilité. Ils ont vraiment leur responsabilité. Ils ont foncièrement engagé. Parce qu'ils n'ont pris aucune précaution pour préparer cet mouvement. C'est un mouvement spontané. Autant on accusait les politiciens ici qui déclenchaient des mouvements de marches ou pacifiques ou quoi, d'être responsables de tout ce qui advenait au cours des manifestations. Autant on ne peut pas aussi dédouaner, disons, les syndicalistes d'être responsables de tout ce qui adviendrait au cours, disons, de ces opérations de ville morte ou des 3 jours de grève. Parce que pour le moment, il faut le rappeler, c'est 3 jours de grève. Tout est mélangé, Macky Sall. Attention, tout est mélangé. Parce qu'on parle de ville morte, on parle de grève. La grève perlée lancée par les centrales syndicales existe, mais parallèlement à cela, voilà, les forces sociales qui ont lancé ces histoires de journée ville morte. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est le pire, la récupération. Je ne parle pas de récupération parce que ici, il y a le risque. Il y a le risque de récupération. Il y a un grand risque. Le risque. Vous savez, quand on parle ici de récupération, il y a des politiciens qui sont là, qui sont aux aguets, qui
qui estiment que c'est d'eux qu'il s'agit. Non, il y a ces petits loupards qui sont cachés dans les quartiers et qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail. Alors il suffit seulement qu'une telle occasion se présente pour qu'ils bondissent là-dessus. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Du côté de Lambagne hier, il y a certains de nos certains de nos confrères qui ont failli y perdre leur vie. Et il a fallu laisser téléphone et tout ce qu'ils avaient comme appareil aux mains de ces manifestants. Vous voyez, ils ont fui, ils ont laissé le téléphone et autres juste pour sauver leur vie. Et vous savez combien de fois c'est encore grave. Et des confrères qui étaient dans l'exercice de leur métier. Et voilà aujourd'hui ce à quoi nous sommes vraiment exposés. Et je ne sais pas. Le souhait est que ces gouvernants et disons le gouvernement et disons les centrales syndicales qui sont encore aujourd'hui en discussion, parce que nous avons écouté hier le communiqué qui est lancé, comment on appelle, le communiqué lu sur les antennes des médias d'État. Et je crois que les négociations vont encore continuer aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait vraiment quelque part que si le prix ne baisse pas, si le prix du carburant ne baisse pas, qu'on trouve vraiment d'autres mesures, disons, pour compenser, pour un peu alléger le panier de la ménagère, ou bien trouver en tout cas un autre disons, terrain d'entente pour que cette situation ne perdure pas. Parce que imaginez aujourd'hui qu'ici ça perdure, combien l'État va perdre par jour. Malheureusement, on ne fait pas d'enquête, il n'y a aucune statistique pour nous montrer cela. Mais l'école, c'est vrai, les écoles sont fermées, mais les gens ne vaquent pas à à leurs occupations. Et finalement, à quoi on va aboutir, de vandalisme en vandalisme, ça va déborder et la situation sera vraiment, disons... En tout cas, il faut éviter que la situation ne soit le pire risque de s'installer et personne maintenant ne pourra maîtriser la situation. Et justement, c'est cela qu'il faut vraiment éviter. Et c'est qu'il faut en rajouter, parce qu'aujourd'hui, ça commence à avoir des conséquences sociales. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la restriction du déplacement, le marché pratiquement est inexistant. Ouais. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, dans tout Nongo, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain. Je connais les boulangers. Les boulangers, ouais, ils ont accompagné parce qu'ils veulent aujourd'hui augmenter le prix du pain. Le prix de la baguette de pain est en tout cas, ils cherchent à ce que cela vraiment soit aussi augmenté. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, c'est pourquoi c'est un peu difficile de dédouaner le gouvernement dans cette chienlit qui s'installe. D'habitude, Malik, d'accord. Je sais que vous êtes vraiment l'avocat défenseur, mais d'habitude, quand on augmente le prix du carburant, c'est en consensus avec les syndicalistes. Et ce sont ces syndicalistes-là qui montent au créneau, ou en tout cas qui viennent en face, comment on appelle, sur les médias d'État ou sur les médias même privés, pour fixer les prix des transports. Mais aujourd'hui, c'est de la fantaisie. Et partez dans les marché, tel vent, ces condiments à 3 000, 4 000, les mêmes condiments sont vendus de l'autre côté du même marché à 10 000, 15 000. Voilà, aujourd'hui, c'est de la chienlit qui s'est installée et la faute revient à qui? Cette erreur revient à qui? À l'État qui n'a pas su prendre toutes ces, en tout cas, la dimension des choses, toutes ces responsabilités pour vraiment décanter la situation et fixer le prix conformément, tout en travailler d'abord avec les syndicalistes, les acteurs de la société civile et fixer les prix et éventuellement donner un barème de transport. Et du côté du marché, je pense que ça allait forcément monter, mais ça n'allait pas aussi, disons, connaître un débordement exponentiel comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. En tout cas, au moment où nous passons une fois encore cette émission, on apprend que la route encore le Prince est fermée à tout trafic. On pense même au ministre de la Sécurité qui avait sonné la fin de la récréation, mais apparemment la récréation se poursuit à Conakry. On attend, on ne sait pas comment le ministre Ibrahima Kira,
Alpha Ibrahima Kera et quelles sont les mesures va réagir face à une telle situation. Voilà, parce que c'est vraiment un premier test. Malik, le problème seulement, Condé, excuse-moi, Malik, seulement le problème, moi je pense, je reviens encore là-dessus, le problème vient de ce même gouvernement. C'est un peu difficile de trancher dans cette situation. C'est vrai, quand je le dis, vous dites que je me répète, vous dites que cela est connu de tout le monde, mais franchement, il fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Maintenant que c'est fait, on ne peut pas continuer à affaiblir quand même l'État. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Non, personne n'affaiblit l'État. C'est l'État qui s'affaiblit elle-même. Il faut restaurer lui-même. Il faut restaurer l'autorité de l'État sur l'axe de prince. Et ce qui est paradoxal, aujourd'hui, il faut mettre fin à ces arnaques, à ces intimidations. Ce qui est paradoxal, c'est pourquoi l'État est absent? L'État à travers les forces de l'ordre. Pourquoi justement, parce que quelque part, ils se disent peut-être ils sont responsables de ce qui arrive. Quelque part, c'est cela. C'est une fuite de responsabilité, franchement. Pourquoi? C'est seulement sur la route de presse qu'on ne voit pas la présence des services de maintien d'ordre. Pourquoi? Le paradoxe, c'est quoi? Maintenant, expliquez-moi. Parce que sur l'axe-là, la corniche nord, ils sont présents. C'est une habitude. Sur la corniche sud, ils sont présents. Mais sur l'axe de presse, ils ont abandonné. Hier, les images que nous avons vues, les enfants pratiquement jouent au football sur la route. Alors que c'est des gamins, c'est des bambins qui sont là, qui font du sport sur le terrain. L'État doit agir. L'État doit agir. Et ça c'est inadmissible dans la ville de l'Abbé, selon des confrères qui y sont dans la ville de l'Abbé, hier, ne serait-ce que la journée d'hier, pour circuler, même en moto, quand vous arrivez au niveau d'un barrage, vous êtes obligé de mettre la main à la poche pour qu'on lève le barrage. Est-ce qu'on peut parler de l'État? Ça, c'est des arnaques. On ne peut pas de l'État dans ça. Voilà, justement. Ça, c'est au-dessus de vue de tous. Et le gouverneur, la seule réponse que le gouverneur a donnée face à de telles pratiques, c'est de dire qu'il y a une récupération politique. Raison de plus que l'État doit sévir. D'accord, voilà. Raison de plus que l'État doit sévir. L'État, quelque part, c'est la force. C'est vrai, il faut travailler les ménages, mais quelque part, l'État, c'est aussi comment on appelle, la force. Restaurer l'autorité de l'État dans l'humilité, dans le respect des droits humains. Quelle humilité? Pas dans la violence. Quelle humilité? Pas dans la violence. Parce que il a raison. Quelle humilité? L'humilité, vous savez, le problème, c'est quoi? Est-ce que ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est la volonté des organisateurs, c'est ceux qui ont appelé à ces grèves? Est-ce qu'ils ont demandé aux gens de fermer? Est-ce qu'ils ont demandé aux gens de barricader la route? Est-ce qu'ils ont dit aux jeunes de pratiquer le football dans la situation? D'habitude, quand manifestation, les forces de l'ordre sont déployées. Mais cette fois-ci, pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas déployées? Et ceux qui sont déployés, est-ce qu'ils n'ont pas reçu des instructions? Monsieur le ministre de la Sécurité, pour ne pas brutaliser, parce que quelque part, l'État sait pertinemment qu'il a tort d'aller dans comment on appelle ça, de faire cette augmentation de façon prompte et fantaisiste. Pourquoi c'est pas bloqué? Pourquoi c'est pas bloqué sur l'autoroute Fidel Castro, également sur la corniche Lambagne? Pourquoi c'est toujours l'axe? Parce que les citoyens de Lambagne ou de la corniche de l'autoroute n'ont pas les mêmes mentalités que ceux. Voilà. Il y en a qui sont passifs. Il y en a qui sont passifs. Il y en a qui ne le sont pas. Merci, c'est compris. Merci. Peut-être que ceux qui sont là, d'accord, sont ils sont résignés. Ce n'est pas. De l'autre côté, les gens n'aiment pas accepter, ils veulent pas admettre, avaler la pilule qui a été imposée par le D'accord, gouvernement. ce n'est pas rien que d'aucuns soutiennent quand même que c'est l'axe de la démocratie, tout cela c'est long. Nous allons continuer cette émission, on observe une courte pause, on revient pour la suite et la fin de cette émission, comprendre l'actualité avec les experts. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM.
L'écoute très favorable à Ferefou, mais également à Dadia Yewole. Manquez pas. En tout cas, ce sont des auditeurs qui nous confirment tout cela depuis Kindia, où vous nous pratiquez sur la 97.3. Mais également, si vous êtes à Zéro-Corée, vous nous pratiquez grâce à Pacifique FM 96.6. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le direct. L'émission Comprendre l'actualité se poursuit sur la radio de l'innovation. Le deuxième sujet, c'est cette attitude du secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, Aboubakar Souma, c'est de lui il s'agit. Lui et son SLEG se désolidarisent du mot d'ordre de grève lancé par les centrales syndicales USTG, CNTG, dirigées respectivement par Louis Mbemba Souma et Amadou Diallo. Et plus loin, Aboubakar Souma appelle les enseignants à plus de concentration dans la correction des examens tout en prévoyant que le mouvement en cours va s'estomper très vite parce que les deux, lui-même Souma et Amadou Diallo, ne courent qu'après leur intérêt personnel. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gros soutien quand même de moyens, Amadou Makissa? Un gros soutien de moyens, mais d'ailleurs qui ne me surprend pas. C'est une réponse. C'est une réponse, voilà, ça ne me surprend pas. Du berger à la bergère. Ce qui peut-être m'aurait étonné, c'est si Aboubakar Souma montait au créneau pour soutenir ces deux centrales syndicales, CNTG, USTG. Mais effectivement, c'est ce qui est. Mais plus loin d'ailleurs, il dit que c'est quand le prix du baril était aux alentours de 50, 60, 70 dollars, que ses camarades syndicalistes, je vais parler de Amadou Diallo et de Louis Mbemba Souma, ont préféré empocher l'argent du gouvernement que de lui demander de baisser le prix du carburant à 3000 ou à 2500. Mais aujourd'hui, que le prix du baril a grimpé et qu'ils n'ont aucune raison de demander que ça diminue. Mais bon, il qualifie d'ailleurs leur démarche de purement un peu démagogique parce que, selon lui, ces deux camarades-là ne cherchent qu'à empocher de l'argent encore de l'État et peut-être faire autre chose. Donc, il dit qu'il n'est pas dans ce divertissement et plus loin, lui, il est en train de faire son propre combat. Son combat, le combat du SLEG, et à travers d'ailleurs un communiqué hier, il a menacé encore le gouvernement qui, selon lui, refuserait l'installation de ces démembrements dans les institutions d'enseignement supérieur et surtout dans certaines localités de l'intérieur du pays. Apparemment, c'est un homme cadré. Donc voilà, c'est un homme cadré et il dit le moment venu, lui, il fera son combat. Et son combat, c'est l'amélioration des conditions de vie, disons, des travailleurs. Mais il n'approuve tout de même pas la façon de faire du gouvernement, c'est-à-dire cette augmentation, cette sortie fracassante de l'État sans se concerter avec, disons, les partenaires sociaux. Je veux parler de la société civile, des centrales syndicales. Il trouve que le Guinéen, les conditions de vie du Guinéen sont vraiment exécrables, mais la démarche de ses camarades, ils ne cautionnent pas non plus cette démarche aussi. Est-ce que pour Aboubakar Souma, c'est une guerre de personnes? Ça fait partie. D'après ce que je vois, et je m'attendais d'ailleurs à cela, je vous l'ai dit, cela aussi fait partie, guerre de personnes, parce que il n'a jamais été soutenu. Quand il faisait son combat avec ses camarades syndicalistes du SLEG, et il n'a jamais eu le soutien de Louis Mbemba Souma, il n'a jamais eu le soutien de Amadou Diallo. Donc aujourd'hui, si ce sont ces deux personnes encore qui sont, qui s'affrontent avec l'État, il trouve que vraiment il faut peut-être lui aussi régler son petit compte là-dedans et puis bon, et se frayer son chemin. Mais il n'y a pas que lui. De l'autre côté, il y a M. Sow de la FESABAG qui aussi dit qu'il se désolidarise de ce mouvement de grève, même si quelque part, c'est comment on appelle ça, ses camarades syndicalistes, je vais parler de cette centrale syndicale, c'est-à-dire la FESABAG, ne sont pas d'accord avec lui et ils vont plus loin, Madame Koumbassa va plus loin jusqu'à dire que s'il y a parmi eux des gens qui perçoivent de l'argent de qui que ce soit, cela ne les intéresse pas. Eux, ils sont là pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens et pas
pour remplir leurs poches. Est-ce qu'on peut dire qu'Aboubacar Souma est dans une logique qu'il faut comprendre? Mais écoutez, moi, en tant qu'humain, je le comprends parce que vous savez que quand il a lancé son mot... Il n'a pas bénéficié de soutien. Il a été traité de tout même. Moi, le premier jour de ce mot d'ordre de grève de la centrale, l'intercentrale CNTG et STG, j'ai entendu et retenu un mot du camarade Mamadi Massari qui a dit que nous ne lançons pas une grève sauvage. Ce mot, j'étais sûr qu'il y aurait eu des répondants. Et même lui, Mbemba l'a dit. Donc, nous ne menons pas une grève sauvage. Ouais. Nous nous adressons d'abord un courrier. Donc ils ont tacitement disqualifié donc, Souma sans dire son nom. Sans dire son nom. Automatiquement, je suis sûr que c'est ce qui a révolté Sow Abdoulaye quand il s'est retiré. Parce que Sow Abdoulaye était l'un des soutiens d'Aboubacar Souma quand il a lancé son mot d'ordre de grève avec un certain Abdourahmane Sanou. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est du berger à la bergère, donc c'est tout à fait normal et c'est légitime. C'est une guerre de personnes, automatiquement, parce qu'on a vu la réplique de Souma, on a compris et réellement, c'est vrai, il regrette l'augmentation du prix du carburant, mais de l'autre côté, il fustige le comportement parce qu'ils estiment que c'est des gens qui ne sont pas en train de défendre l'intérêt du peuple, mais qui défendent leur propre intérêt. Parce que selon lui, quand ça va trop loin, les gens vont percevoir de l'argent et après, ils vont demander maintenant à sensibiliser les syndiqués. Donc, ils ne croient pas à leur sincérité dans leur lutte syndicale. Donc, ils estiment que c'est des gens qui sont des pyromanes, c'est des gens qui font un peu du marionnette, qui font du cinéma. Donc, automatiquement, j'ai compris, effectivement, il y aurait eu des soutiens, des voix qui vont se lever pour fustiger le comportement. La seule chance de cette centrale syndicale, c'est pourquoi j'ai encore du doute. La seule chance, parce que il se trouve que tous les Guinéens sont unanimes et tous les Guinéens rejettent l'augmentation du prix du carburant. Mais s'ils avaient été augmentés à l'issue d'une concertation, j'en suis sûr que tout le monde aurait accepté. Surtout, c'est Mbemba et c'est M. Mokhtar Diallo. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait naturel et légitime. Amadou Diallo, pas Mokhtar Diallo. C'est tout à fait naturel et légitime pour Souma de réagir ainsi. Et c'est tout à fait naturel et légitime pour Abdoulaye Sow, même si on sait que dans son camp, il y a des dissensions, et même si on sait que dans son camp, il y a des quiproquos, mais ce qui reste clair... non, il ne pourra pas résister, parce que cette sortie fracassante de la dame que j'ai vue hier, qui dit que dans la FESABAC, Abdoulaye Sow n'est pas le seul. Peut-être certes, il est à la tête, mais il est élu à ce poste-là, et qu'il n'a pas l'aval des membres du bureau exécutif. Quelque part, je me dis, je ne cautionne pas, peut-être, je ne valide pas ce qu'elle a dit, mais elle estime tacitement que ce monsieur a quelque part été graissé pour peut-être lâcher ces mots-là. Oui. Je ne sais pas comment ils le font là-bas, mais de toutes les façons, un syndicaliste, d'ailleurs un responsable de quelconque entité ne doit pas s'exprimer au nom de l'entité sans se concerter avec la base. C'est pourquoi j'ai beaucoup admiré dans les temps, disons, la démarche de Aboubacar Souma du SLEG, qui disait à chaque fois qu'on lui faisait des propositions, il dit je descends d'abord à la base, on va se concerter, et je reviens. Et des fois, il revenait d'ailleurs pas d'accord parce que la base n'était pas d'accord. Donc, lui aussi, il n'est pas d'accord. Mais cette fois-ci, j'ai vu qu'Abdoulaye Sow a fait une sortie fracassante sans se concerter avec la base. Quand vous regardez le mot d'ordre de grève qui a été lancé par l'intercentrale, nulle part on voit la signature de la FESABAC. Donc, quand il y a un mouvement comme ça, si tous les acteurs sociaux doivent se lancer dans un mouvement, lorsque vous signez un document, il faudrait que les signateurs, ceux qui veulent faire partie de ce mot d'ordre de grève, puissent signer en bas de papier. Oui, et sur le papier, on a vu que la signature des deux, de l'intercentrale UST et RT. Donc, en aucun cas, la FESABAC, même si elle est consciente que ça touche réellement les employés des banques et les patrons, ce n'est pas un ticket d'entrée pour valider. Mais cette solidarité syndicale, parce que j'ai retenu dans ses propos, c'est les deux grandes centrales syndicales. Il y a d'autres structures syndicales qui sont affiliées à ces deux. Oui, mais ce que je veux dire, voilà. Ce que je veux dire, je crois que la FESABAC est affiliée à l'USTG. Moi, j'ai lu un peu ce qu'a dit M. Sow. Il a dit que ça ne les intéresse pas. Eux, ils vont se concerter, déposer un mémo de revendication au patron. Maintenant, si ces patrons-là n'obtempèrent pas ou ne restent muets face à leurs revendications, c'est en ce moment
il peut maintenant se mettre dans la date. Moi, je crois que la démarche là est bonne. Je crois que c'est la meilleure démarche. Elle est bonne, mais elle est déjà morte. Parce que après, si les revendications des banquiers, des travailleurs, des employés des banques sont satisfaites au niveau de ces patrons, je crois que parce que peut-être dans leur plateforme ils peuvent demander une augmentation de salaire due à l'augmentation du prix du carburant. Ce n'est que ça qu'ils peuvent réclamer. Voilà, justement. Est-ce qu'ils seront satisfaits? Donc moi, non, ça c'est notre question. On se pose la question. Mais quand on prend quand même la démarche, moi je crois que Ablaye est dans une logique quand même qu'on peut vraiment soutenir. Bon, soutenir, mais qui doit, dans les conditions normales, cette centrale syndicale est affiliée à l'USTG. Si Ablaye Sow unilatéralement se désolidarise d'une grève déclenchée par l'USTG, et quelque part, moi je le vois un peu, c'est comme si il isolait un peu la FESABAC. Je ne te pose pas la question, mais je vais tenter. Allez-y. Je vais tenter de vous poser une question. Si la FESABAC se joint à cette marche, à cette grève, quel est son intérêt? Son intérêt? Mais c'est l'intérêt de tout le monde. L'intérêt ici, c'est quoi? C'est la baisse du prix du carburant. Mais non, aujourd'hui, l'intérêt recherché par toutes ces centrales syndicales, c'est une guerre commune. C'est-à-dire qu'on fait front commun contre la hausse du prix du carburant. Et si ça baisse, je pense que c'est tout le monde. Moi, je peux comprendre Macky Sall. Peut-être, ce qui était mieux peut-être pour la FESABAC, c'est d'observer un peu la neutralité. La neutralité, juste parce que sans faire cette sortie fracassante. L'organisation fêtière est dans le mouvement. Déjà dans le. Imaginez demain après-demain que on pourrait le souhaiter d'observer la neutralité. Mais en observant la neutralité, ça risque de créer la confusion. Parce que si l'ESTG et la CNTG déclarent un mot d'ordre de grève pour période de 3 jours, alors que... Ça continue à travailler. Non, ça peut ne pas continuer à travailler. Mais si ça impacte les banques, et que par après c'est pour dire allez-y travailler, on va dire mais attends, on a dit qu'on doit aller à la maison. Donc j'étais que sa mise au point, elle était normale et c'était légitime parce que ça ne doit pas prêter à confusion. D'autant plus que les centrales syndicales ont dit qu'il y avait un service minimum qui devait être observé. Donc si Ablaye Sow estime que pour ce qui les concerne, il est important d'aller à la rencontre des patrons pour dire attention, vous l'avez vu que l'augmentation du prix va impacter les travailleurs. Donc il est important qu'on fasse un enregistrement aussi sur nos salaires. Si maintenant les gens ne respectent pas maintenant sur ta vie, c'est en ce moment il faut rester. Parce que c'est comme si par exemple, nous de l'autre côté par exemple, je parle les gens sur Sabari FM. D'accord. Là, on a monté le prix du carburant, nous aussi nous partons directement en grève. Pour quel intérêt? Est-ce qu'on a été voir le patron pour dire que puisque vous êtes conscient qu'on a augmenté le prix du carburant, est-ce que vous allez aussi réajuster notre prix? Si le patron maintenant refuse, on dit, mais puisque vous refusez, c'est que nous recevons ne peut pas combler le trou, donc on reste à la maison. Mais si on ne le fait pas ici, le patron risque de lui demander, mais pourquoi vous êtes allé en grève? Pourquoi vous n'avez pas remonté vos différentes doléances? D'accord. En amont et en aval, est-ce qu'on peut dire que ce sont des divisions qui peuvent profiter quand même au gouvernement, ces différentes ces cascades de désolidarisation, parce que après c'est la FESABAC, mais également c'est le SLEG avec Aboubakar Souma. Est-ce que ça peut être profitable au gouvernement pour dire attention, tout le monde n'est pas dans le même mouvement? Oui ou non? Oui ou non à la fois? Oui, parce que ça permet au gouvernement d'avoir un peu de temps. Peut-être de l'autre côté, le gouvernement va dire bon, ok, on va se rabattre sur les autres là qui se sont désolés pour essayer de convaincre l'autre camp d'en face. Mais non, parce que tout simplement ça a été le même scénario avec Aboubakar Souma. Les autres étaient contre. Le gouvernement a tenté de se rabattre avec ces gens-là, mais ça n'a pas marché. On a vu la CNTG, l'USTG ont fait de communiquer pour appeler les anciens à aller travailler, mais ça n'a pas marché. Donc, il y a oui ou non, selon la stratégie que va adopter le gouvernement. Si le gouvernement a des armes pour convaincre, il peut réussir. Mais si le gouvernement n'a pas des armes convaincantes, ça veut dire que la démarche sera encore un échec. C'est un peu difficile, Malik. À vue d'œil, on a comme l'impression que, disons, ceux qui ont déclenché ce mot d'ordre de grève sont en perte de vitesse quand on voit en face, disons, ces poids lourds qui se désolidarisent du mouvement de grève. Je veux parler d'Aboubacar Souma, peut-être aussi d'Ablaye Sow, de la FESABAC. Mais ce qu'il faut surtout aussi ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est l'ampleur de la situation. Parce que nous parlons ici de carburant. Et le carburant touche à tous les Guinéens.
Et c'est cela, c'est pourquoi c'est un peu difficile. Sinon que si ça ne visait que une infime entité de la population guinéenne, on aurait pensé que oui, Aboubakar Souma s'est désolidarisé. Il y a beaucoup d'autres encore qui se désolidarisent. Peut-être finalement le gouvernement aura le dessus. Mais à voir ce que nous sommes en train de vivre, à voir l'impact de l'augmentation du prix des produits pétroliers sur le quotidien du Guinéen, c'est un peu difficile en tout cas, c'est un peu difficile à espérer, disons, à ce que le gouvernement ait le dessus sur les mouvements syndicaux. C'est cela. La seule chose qui peut aujourd'hui sauver l'État, je le dis, c'est quelque part, soit on baisse, soit on trouve des mesures palliatives, c'est-à-dire on trouve d'autres mesures compensatoires pour, disons, dire aux syndicalistes, bon voilà, ceci est fait, donc on ne peut pas vraiment baisser le prix du carburant, mais que la population se contente de cette autre chose que nous allons peut-être... Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Le gouvernement, là, est dans un dilemme. Face à lui, il y a, disons... les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, mais aussi il y a le fait que eux-mêmes, les membres du gouvernement, clament partout, mais ça c'est ces derniers temps, que les caisses de l'État sont vides. Donc c'est un peu difficile pour cet État de faire marche arrière, mais avec la pression que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, notamment dans la capitale Conakry, c'est un peu difficile pour cet État encore de ne pas vraiment bouger d'un iota. Peut-être je ne suis pas économiste, mais je peux tenter peut-être de l'être en 30 secondes. Je pense qu'il y a une autre alternative pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'au niveau de ces acteurs sociaux, au-delà, parce que si le gouvernement ne veut pas se ridiculiser en diminuant le prix du carburant, mais aussi on peut faire des efforts sur l'exonération de certaines taxes au niveau des produits, surtout des denrées de première nécessité. Par exemple, pour rassurer les commerçants, pour dire que, écoutez, pour ce qui concerne la farine, le riz et le sucre, vraiment, l'État essaye de diminuer, si vous voulez, son... Mais cet État ne veut pas perdre, c'est là le problème. Non, mais c'est-à-dire que j'ai comme l'impression aujourd'hui que les gens veulent avoir ce manteau d'orgueil, de gouverner que nous sommes, pour ne pas dire si on revient en arrière, ça veut dire qu'on aura échoué face à la pression. Mais je pense que ça ne sert à rien de se cramponner sur sa position. Mais si on ne veut pas diminuer le prix du carburant, peut-être pour être des bons élèves au niveau des institutions Bretton Woods, mais de l'autre côté, on peut aussi amoindrir le fardeau des citoyens, parce que ça devient intenable, parce que du côté de farine, même si on sait que la taxe elle a un peu drastiquement diminué, mais ce n'est pas aussi important qu'avec ce qu'on récupère du côté du carburant, parce que aujourd'hui, quand vous voulez déplacer les tronçons, même ici, les petits tronçons, ici, c'est à 2000 francs, on fixe le prix. Donc là où vous avez l'habitude de payer 2500, vous payez maintenant 3000 francs ou 4000 francs par endroit. Je pense que c'est difficile de compenser cette perte-là pour les pauvres citoyens. Donc il est de la santé de l'État qui a la solution. Ça ne sert à rien de rester dans cette position. On peut ramener le prix à 8000 francs, on revient avec les acteurs sociaux, discuter avec eux pour voir est-ce que c'est 500 francs il faut en rajouter, est-ce que c'est 1500 il faut rajouter, ou bien c'est 1000 francs. Mais rester cramponné sur sa position, et on sait qu'il y a un 10 mai qui nous attend. D'accord. Raison pour laquelle nous attend, parce que ça, on ne sait pas dire ce qui va se passer. Le 10 juillet. Le 10 juillet, il y a une marche pacifique qui est protégée par les acteurs sociaux, notamment. Vous passez le communiqué, vous allez payer. Non mais écoutez, voilà. Moi j'ai peur, il ne faut pas avoir peur, parce que... Raison pour laquelle l'État ne devrait pas vraiment brûler les étapes. Souhaitons que d'ici la fin de cette semaine, que les négociations aboutissent au moins à quelque chose, soit à la réduction du prix ou à l'acceptation... Elles sont en cours, l'acceptation du prix, mais tout en permettant au gouvernement d'indiquer des mesures d'accompagnement. C'est vrai qu'on est pratiquement pris par le temps. De brève, on parle une phase encore du naufrage de Kassonia. Ouais. Un 4e corps a été retrouvé encore hier. Les recherches se poursuivent pour le 5e porté disparu jusque-là. Défaillance, négligence, surtout les États. C'est les conséquences pas seulement de cet État, mais de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance, parce que selon les informations,
ce pont de Kassonia est construit depuis au temps colonial. Et jusqu'à présent, les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État n'ont jamais pensé à y faire un pont vraiment digne de son nom. Et de négligence en négligence, on est tombé dans ce drame. Et c'est vrai, la Guinée a reçu une kyrielle de drames dans ces derniers temps. Une kyrielle de drames. Et vous voyez, le pont de Linsan, là aussi, presque tous les jours, on enregistre un drame. Il y a une dame enceinte qui a perdu sa vie là-bas, juste parce que elle a duré dans la traversée. Donc, elle n'a pas pu traverser vite et son ventre étant en terme, elle a perdu sa vie. Et les ordures, ça ont aussi provoqué un autre drame. Et, que sais-je encore? On est vraiment dans une série de drames qu'on a du mal vraiment à cerner. Toutes ces séries de drames-là sont dues à l'imprévision. On ne calcule pas, on fait des choses par tâtonnement. C'est comme si, les gens n'ont jamais été à l'école. Sinon, c'est vrai, nous parlions tout à l'heure de l'augmentation du prix du carburant. Ça n'aurait jamais eu un tel effet si l'État s'était vraiment concerté avec les centrales syndicales. Tout cela, c'est dû au tâtonnement, à la négligence. Aujourd'hui, de négligence en négligence, on est face à un blocage. Une autre brève, c'est ce qu'on disait hier. Finalement, la nouvelle loi sur la CENI a été adoptée. On parle de 17 commissaires qui vont constituer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, 7 de l'opposition, 7 de la mouvance, 2 de la société civile et 1 du ministère de l'administration des territoires. Abakar Kondé. Oui, je résume pour dire que la Guinée est un état de drame. Drame social, drame économique, drame politique, constitutionnel. Et drame constitutionnel, c'est ce que nous sommes en train de constater depuis hier. L'adoption de cette nouvelle loi sur la CENI, une loi discriminatoire, une loi de rejet, une loi de répugnation. Et ça, c'est dommage que les 3 grandes formations politiques se réunissent pour faire un hold-up constitutionnel, mais un hold-up également politique, discriminatoire à l'endroit des partis politiques, à l'endroit des acteurs politiques, mais également à l'endroit de la nation guinéenne. L'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR se taillent la part du lion, vont se retrouver les 3 seulement dans la prochaine CENI. Ils seront les seuls à décider, comme pour dire que la Guinée ne se résume qu'à ces 3 grandes formations politiques. Donc c'est dommage, c'est triste, et dire que l'Assemblée a fermé les yeux, même s'ils sont mandatés par les partis politiques, mais ils sont censés être les élus du peuple, défendre l'intérêt de la population guinéenne. S'ils se réunissent pour se partager ces milliards qui seront déversés du côté de la CENI pour son entretien, pour son fonctionnement, c'est vraiment triste, c'est dommage. C'est pourquoi je résume par dire que la Guinée est exceptionnellement un état de drame. Kerno Suleiman Diallo, qui note sur sa page, s'est déclaré président de parti ne suffit plus. Pour avoir certains avantages, il faut participer aux élections et avoir des voix. Merci à chers confrères. Merci à tous d'avoir été de nous. C'est la fin de cette émission Comprendre l'actualité. Au nom de l'équipe, je vous dis merci avec le même plaisir. On vous donne rendez-vous le lundi pour un autre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, excellent week-end. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.